Mardi 12 novembre 2019, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Le Grand Rendez-vous, votre émission de tous les soirs sur BB24 à partir de 19h. Et nous démarrons ainsi avec cette vidéo. Voilà, nous aurons 4 rubriques au menu de ce grand rendez-vous. La 3e édition de la semaine du numérique a démarré depuis hier à Cotonou. Le numérique peut-il être au service du développement en Afrique? C'est à cette question que l'expert ce soir va répondre. Nous nous intéressons désormais aux questions de droit dans la rubrique Autant savoir. Depuis 2006, il existe une loi au Bénin qui prend en compte le droit des auteurs. Découvrons ensemble le contenu de cette loi avec Ulrich Gilles Christ Sagbo. C'est notre invité sur Autant savoir. Il est juriste. Aujourd'hui, dans Nature et Bien-être, Yasmine Damata et son invité nous emmènent dans l'intimité des dames. On parlera d'une infection qui perturbe la partie intime de la femme. Il s'agit des vaginites. Comment les prévenir et les traiter? Les réponses, vous les aurez tout de suite. Restez donc avec nous. Les corporels ou crèmes, lequel vous utilisez? L'invité de Beauté au pluriel va répondre à cette question tout à l'heure. Le grand rendez-vous, vous le savez, c'est aussi le journal que vous aurez à 19h45. En attendant, le premier plateau du grand rendez-vous peut s'installer. Il s'agit de la rubrique Nature et Bien-être. Voilà, avec Yasmine Damata et son invité ce soir, il sera question des vaginites sur Nature et Bien-être. Mais avant, nous allons suivre ce reportage qui nous présente le décor. Elle est une inflammation de la flore vaginale. Selon les médecins, toute femme est prédisposée à développer une vaginite, une perturbation qui se traduit de différentes manières. Bon, je me suis levée un matin, je me suis apprêtée pour le boulot et pendant la journée, j'avais eu une envie pressante. Donc j'étais allée sous la douche, je me suis déshabillée, c'est là que j'ai constaté les pètes blanches. Mon slip était vraiment très mouillé. C'était comme si j'avais pissé sur moi alors que je ne l'avais même pas fait. Donc le lendemain, je l'ai dit à ma mère. Affolée, on est allé voir le médecin et il nous a dit que c'était les vaginites. J'avais les pertes et les démangeaisons aussi. Et j'avais aussi des petits plaies. Quand je gratte, souvent quand on gratte, ça fait les petits plaies. Souvent, quand je suis avec mes collègues, je ne peux pas rester debout sans bouger, sans vouloir gratter, tout ça. Et souvent, je pars aux toilettes pour faire ma toilette et tout. Et après ça se calme un peu. Cela m'est arrivé 2 fois. Quand je vais aux toilettes, mon slip est tout mouillé. J'en ai parlé à ma mère qui m'a dit que c'est une infection. Le médecin a confirmé et nous a expliqué qu'avoir de longs et sales ongles pour faire ses toilettes en est une cause. Le premier signe visible des vaginites est un écoulement vaginal anormal. Seul le spécialiste peut déterminer le germe en cause à partir d'un prélèvement des sécrétions. Elle peut être d'origine infectieuse ou irritative. Les vaginites infectieuses, elles sont liées à des germes, notamment des bactéries, des parasites, des champignons ou des virus, qui se manifestent habituellement par des irritations, des écoulements vaginaux, qui sont souvent sous forme de lait caillé. Vous avez également les vaginites d'irritation,
qui sont causées par des substances chimiques qui peuvent provoquer des réactions allergiques ou des réactions d'hypersensibilité. Et c'est quoi ces substances chimiques-là? Vous avez par exemple les savons parfumés, vous avez les spermicides, vous avez les préservatifs en latex, vous avez également les douches vaginales. Pour les femmes qui envoient beaucoup d'eau, qui font vraiment des douches, qui lavent, qui envoient le doigt. Donc, toutes ces substances peuvent constituer des causes de vaginite, d'irritation. Le traitement d'une vaginite n'exclut pas toujours le conjoint, qui peut être aussi porteur du germe. Voilà, le conjoint peut donc aussi être porteur du germe. On verra bien quelles sont les causes des vaginites avec Yasmine Damata et son invité. Yasmine, bonsoir. Bonsoir Agnès Bello. Comment vous allez? La pleine forme. Je suis contente, le plateau ce soir, ça se fait entre femmes et c'est pour les femmes, mais aussi pour les hommes, parce que si on se porte bien, c'est aussi pour nos hommes. Donc ce soir, on parle vaginite, on reçoit Viviane Ayosso. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes sage-femme? Oui, je suis sage-femme. C'est votre première fois sur le plateau. Merci d'être avec nous sur ce plateau, justement, pour partager votre expérience avec les téléspectateurs. Yasmine Damata, l'invité est à vous. Merci Agnès Bello. Bonsoir mes téléspectateurs. Madame Ayosso, bonsoir. Bonsoir, madame Yasmine. Vous êtes sage-femme à la BPF, l'agence béninoise de la planification familiale. Vous rencontrez beaucoup de dames et elles partagent avec vous leurs expériences. Et comme on l'a suivi également, certaines femmes ont dit également ce qu'elles ont, c'est quelques signes qu'elles ont et qui les poussent à aller vers les hôpitaux. Quels sont les autres signes des vaginites? Presque tout a été dit. Nous pouvons ajouter des sensations douloureuses. Ok. Donc, quand on a des vaginites, on peut avoir des douleurs, Oui, ça peut des nous faire douleurs mal. dans le vagin comme à la vulve. Le médecin a certes donné quelques causes, mais je voudrais savoir, ces dames qui viennent vers vous, quelles sont les causes les plus fréquentes qu'elles ont? Les causes les plus fréquentes, comme causes fréquentes que les femmes signalent, souvent elles se plaignent de douleurs au bas-ventre, des écoulements anormaux, c'est-à-dire des pertes vaginales et puis des irritations, des démangeaisons. Oui, mais quand vous discutez avec elles et que vous essayez de voir et de comprendre un peu comment est-ce qu'elles ont eu ces problèmes-là, finalement, vous vous rendez compte que c'est quoi? Est-ce que c'est le préservatif ou bien quelles sont les raisons qui les amènent à avoir ces vaginites-là? Souvent, c'est dû à des rapports sexuels non protégés. Quand ces femmes viennent vers nous, ces vaginites sont souvent d'origine infectieuse. D'accord. Ok. Mais elles viennent vers vous jusqu'à ils ont les signes. Mais est-ce que forcément il faut attendre d'avoir les signes pour venir vers l'agent de santé? Justement, il ne faut pas attendre forcément. La femme ne doit pas attendre forcément les signes avant de se rendre à l'hôpital. Une fois dans l'année, en dehors de ces signes, la femme doit se rendre à l'hôpital pour se faire examiner, surtout les examens gynécologiques. Ok, donc il faut voir une sage-femme ou un gynécologue? Oui. Lequel des deux? Les deux ou? Les deux. Une sage-femme ou un gynécologue. Ok. Mais vous voulez poser une question, c'est ça, Agnès? Oui, bon, quand vous dites que tout le monde doit venir, c'est peut-être le coût aussi. Et puis, en Afrique, ici, on a cette culture, on va à l'hôpital quand on est malade. Nous, on n'est pas dans la prévention, en tout cas pas toujours. Est-ce qu'il y a des sensibilisations que vous faites à l'endroit des populations pour comprendre qu'il leur faut se rendre à l'hôpital? Surtout à la BPF, comme vous l'avez défini, la BPF est l'association béninoise pour la promotion de la famille. Donc la BPF œuvre pour le bien-être de la population. Et nous menons des séances de sensibilisation à l'endroit de la population pour parler surtout de l'importance de l'examen gynécologique. Donc ne pas attendre forcément l'apparition de ces signes avant de se faire consulter. Et chez nous, à la BPF, c'est un coût forfaitaire. La consultation gynécologique est à 1 000 francs seulement. D'accord. Même pour le mois, là, c'est 1 000 francs. Oui. Même pour avoir 1 000 francs, c'est compliqué, Agnès. C'est sûr, et c'est puis sûr. quand nous allons, oui, justement, quand nous allons vers la population avec la clinique mobile, la consultation, elle est gratuite. Et chez nous, à la BPF, chez les jeunes filles de 10 à 24 ans, la consultation, la prise en charge, elle est gratuite. Yasmine Déjà, Damata, à partir de
quel À âge? partir d'aujourd'hui, j'ai 20 ans. Oh, d'accord, pas Je de le problème. dis parce qu'il faut que je puisse me faire soigner Agnès gratuitement. Pas de problème. Vous n'avez pas vous besoin. serez les bienvenus chez nous. Merci. Mais déjà, à partir de quel âge la jeune fille peut déjà se rendre au centre de santé pour se faire suivre, pour éviter d'avoir des vaginites? Pour éviter d'accord. Puisque chez nous, nous avons, à la BPF, nous avons un centre socio-éducatif. Donc, c'est un centre des jeunes où ces jeunes se rendent chez nous pour avoir des conseils, surtout. Oui, mais je me rends compte qu'à chaque fois, vous spécifiez sur les jeunes. Est-ce à dire que parmi les cas les plus fréquents de vaginite que vous rencontrez, c'est beaucoup plus les jeunes? Oui, je dirais beaucoup plus les jeunes. Comme vous le savez, là, permettez-moi, Non, allez-y. la jeunesse, les jeunes sont fortement actifs sexuellement. Fortement J'ai dit actifs sexuellement. oui. D'accord. Chez nous, à la message est BPF, passé. les jeunes sont prioritaires. Mais une femme d'un certain âge, les femmes ménopausées aussi peuvent avoir Oui, des vaginites. oui. Les Donc femmes tout le ménopausées, monde toutes les est femmes, exposé aux oui, vaginites. toutes les femmes sont exposées aux vaginites. Et dans les coulisses, le médecin que j'avais interrogé, il m'a dit que la femme est prédisposée à faire des vaginites dans sa vie. Est-ce une obligation qu'une femme fasse des vaginites? Oui, d'autant plus que nous avons dit la vaginite, c'est une inflammation du vagin qui peut être due à une infection. Ça peut ne pas être une vaginite infectieuse. Donc, il y a aussi l'alimentation. D'accord. Oui, qui est une cause, qui fait partie des vaginites. Mais comment les prévenir alors? Pour les prévenir, surtout pour nos jeunes sœurs, il faut changer régulièrement les couches, les tampons et les serviettes hygiéniques. Et les jeunes filles, je peux demander aux jeunes filles d'éviter le port de pantalons, surtout la nuit. D'accord. Oui, pour laisser passer pour faire Surtout la nuit, circuler, pour dormir ou pour sortir? Oui, pour dormir, pour faire circuler l'air. Je vois sur ce plateau qui se sent indexé par le problème de port de pantalon. Oui. Mais d'autres aussi préconisent d'utiliser des dessous d'une certaine texture. D'autres parlent de coton. Est-ce que pour vous, tout ça entre en ligne de compte? Justement, il faut éviter surtout les sous-vêtements en nylon. D'accord. Oui, c'est ça qui donne plus des irritations. Yasmine Damata en a parlé dans son reportage. Parfois, c'est en voulant avoir une bonne hygiène au niveau du vagin qu'on découvre qu'on va vers les vaginites parce qu'on est tout le temps en train de se nettoyer. Ça, on ne le sait pas toujours. Quelle est la bonne méthode pour avoir une bonne hygiène? Justement, merci. Et je voudrais vous dire que la flore vaginale, c'est un milieu très acide. Donc, il faut éviter les savons parfumés. Le mieux, déjà, pour faire la toilette intime, beaucoup ne le savent pas. Et les femmes pensent qu'il faut envoyer le doigt dans le vagin. Non. Plus la femme envoie le doigt dans le vagin, elle détruit la flore vaginale, alors que cette flore protège le vagin contre les infections. D'accord. Donc, éviter de mettre le doigt, éviter les savons parfumés, Éviter mais les bains d'eau pantalons. chaude et tout ça, parce que parce qu'il paraît même qu'il faut s'asseoir sur des bains chauds et tout. Il y a tellement d'astuces. Oui, nous n'en avons pas besoin. Tout ça, c'est à balayer du doigt? C'est pas à balayer, mais surtout, il faut éviter d'envoyer le doigt dans le vagin. D'accord. Surtout les tampons vaginaux qui restent trop longtemps, c'est pas trop conseillé. Il faut rincer le vagin avec de l'eau simple, éviter les détergents et autres. On n'a pas assez de temps, mais je voudrais bien savoir quel est le traitement pour les vaginites. D'accord. Par rapport au traitement, il n'y a pas, ça dépend de l'examen clinique. Le traitement de la vaginite dépend de l'examen clinique. Ok, donc l'examen dépend d'un patient à l'autre, ça dépend également du cas de vaginite que nous avons. Agnès Bello, je pense qu'il faut juste retenir qu'il faut bien entretenir sa flore vaginale, éviter d'envoyer le doigt quand on fait sa toilette intime, également éviter de porter des slips en nylon, privilégier plus les slips en coton, également pour dormir la nuit, éviter de mettre des pantalons, laisser la flore vaginale respirer. Et nous éviterons les vaginites. Voilà, on a compris, pour éviter d'avoir à se rendre à l'hôpital à cause des vaginites, il faut faire attention à la flore, tout faire pour la préserver. C'est terminé pour Nature et Bien-être de ce soir. On prend congé de nos invités et on accueille un autre. Il s'agit de l'ESPER.
Voilà, ce soir, l'expert nous parle du numérique. Il est déjà là et bien installé à nos côtés. Avec lui, on s'intéresse au numérique en Afrique. Comment le mettre au service du développement. Bonsoir, Victor Odoumouyoua. J'espère que je prononce bien. Oui, merci. Bonsoir, Agnès. Voilà, vous nous venez tout droit du géant voisin de l'Ouest, le Nigeria. Vous êtes directeur des technologies de l'information et de la communication à l'université de Lagos, l'UNILAG. Ouais. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec vous donc, on parle de l'Afrique, on parle du numérique. Ma première question, c'est déjà de savoir si vous êtes d'accord avec cette phrase. On dit toujours que l'Afrique est en retard par rapport au numérique, par rapport aux autres continents. Est-ce que pour vous, face au numérique, l'Afrique est en retard par rapport aux autres continents? Je dirais oui et je dirais non. Ah oui? Ça dépend. D'accord. Le oui, c'est pourquoi déjà? Oui, le oui, c'est parce que c'est vrai, on est en retard, mais quand même, je pense qu'on est arrivé à trouver des chemins quand même. Parce qu'il y a dans certains pays en Afrique, on a beaucoup avancé au niveau du développement de logiciels. Donc quand même, on a des chemins, on a on a fait des efforts. D'accord. Beaucoup d'efforts ont été faits. Oui, oui. Donc, pour vous, ce retard varie d'un pays à un autre. Oui. Qu'est-ce qui explique cela, que certains pays soient plus avancés que d'autres sur le plan du numérique? Ça dépend aussi de la formation dans le pays. Parce que d'abord, quand on parle du numérique, on parle de l'infrastructure et aussi on parle du service. Donc, ça dépend. Donc, au niveau de l'infrastructure, ça dépend de l'implication du pays et des entreprises privées. Oui. Pour avoir l'infrastructure, le débit, tout ça. Et au niveau du service aussi, ça dépend des gens, la motivation, la formation et tout ça. Donc, ça dépend du pays, ça dépend de l'université, les écoles, tout ça. Donc tous les acteurs sont en quelque sorte responsables de cela, qu'on passe d'un pays à un autre. Ouais. Mais moi, je me demande, si on est dans une dynamique où il faut avancer ensemble, comment est-ce qu'on s'entraide pour qu'ensemble, avec le numérique, on puisse avancer? Mais il faut déjà identifier les compétences de chaque pays en Afrique. Oui. Donc, ils sont forts en tout ce qui est réseau, ils sont forts en tout ce qui est développement de logiciels, tout ça. Donc, il faut identifier les compétences, le point fort de chaque pays et faire comme un réseau et créer un écosystème, en anglais, et travailler ensemble, échanger, partager, et tout ça, ça peut nous aider. D'accord. Mais on dit aussi que l'une des faiblesses de l'Afrique, c'est le manque de contenu. On consomme beaucoup plus tout ce qui nous vient de l'extérieur, on n'a pas assez de contenu. Quand on dit sur Wikipédia, on n'a pas beaucoup de contenu. Sur Google, on n'a pas beaucoup de contenu. Et même tous ces services cités, ce n'est pas nous qui les avons créés. Comment est-ce que cela s'explique? Bon. Le contenu, je vais parler de contenu en tant que technologie et le contenu en tant que de matière. Oui, en tant que données. Données, vous faites ça. OK. Technologie d'abord, mais je pense qu'il faut des compétences pour pouvoir créer des technologies. Et là, ça manque. Et aussi, toujours, on revient à l'université, peut-être à des écoles. Qu'est-ce qu'on enseigne? On enseigne ça. Ça, c'est la première question. Et à un moment donné, j'étais à MIT. Oui. Et donc, je posais une question à nos profs. Ils m'ont dit, ce qu'on enseigne, ça dépend du marché autour de nous. D'accord. Donc, le marché autour de nous, ici en Afrique, c'est toujours de consommer. On achète tout. Et des fois, on ne cherche que des techniciens, pas des ingénieurs. D'accord. Et donc, des fois, des formations, c'est pour pouvoir produire des techniciens, pas des ingénieurs. Pas des personnes qui vont créer. Qui vont créer. Et ce qu'on a besoin, c'est des gens qui peuvent créer. Donc, il faut former les gens qui peuvent créer. Mais aussi, il faut que les entreprises, il faut que les gens aussi essayent d'utiliser le produit créé par les Africains. Pas seulement acheter des technologies. D'accord. Mais vous avez dit qu'on a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui, qu'on ne le veuille ou pas. Beaucoup de pays essaient quand même de produire du contenu, mais même si ce n'est pas assez visible, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas la visibilité de tous ceux qui créent les technologies, les services et autres? Mais je pense que c'est la qualité de services et de technologies qui fait un peu de problème. Si ce n'est pas en bonne qualité, on ne peut pas faire des communications avec, parce que on peut pas. Bon, par exemple, je me rappelle, je pense qu'il y a 5 ans, même jusqu'aujourd'hui, les gens vont en Inde. Oui. Pour tout ce qui est logiciel bancaire, c'est en Inde. Mais aujourd'hui, ils ont commencé, par exemple, chez moi, ils ont commencé à faire ça.
Ok. Et même aujourd'hui, on voit que même les gens de l'Occident, ils viennent recruter les gens de Chine. Voilà, au Nigeria, Oui, la main-d'œuvre. oui, oui. Il y a des gens qui travaillent en ligne pour, comme ça, parce qu'ils ont remarqué qu'il y a un manque là-bas, donc ils viennent chez nous. Donc d'abord, la qualité. C'est ça qui manque aussi. Il faut augmenter la qualité et comme ça, bon, on voit que les gens viennent venir. D'accord. Ouais. Donc, pour vous, le numérique, mettre le numérique au service du développement en Afrique, est-ce qu'on peut dire que c'est possible? Oui, c'est possible. Et D'accord. tout passe par là aujourd'hui. Donc, il faut vraiment travailler dans ce domaine. Il faut vraiment augmenter. Il faut vraiment que le gouvernement encourage. Par exemple, il faut avoir des pôles des pôles de compétitivité, si on dit. Oui, de compétitivité. Oui, oui. Il faut que le gouvernement encourage les gens de travailler dans ce domaine, les jeunes, parce qu'eux, ils sont vraiment motivés. D'accord. Oui. Mais aux États-Unis, on a la Silicon Valley, on n'a pas vraiment de Silicon Valley ici en Afrique, ni peut-être dans les pays de la sous-région. Est-ce que cela aussi, ce n'est pas créer un écosystème qui favorise, comment dirais-je, la production de contenu? Oui. Oui, il faut des écosystèmes. Il faut, bon, si on dit, je ne sais pas, est-ce qu'on cherche d'avoir le Silicon Valley, mais bon. C'est un exemple C'est un exemple, oui, mais je pense que ça, c'est nécessaire. Parce que quand on voit le Silicon Valley, ce n'est pas loin de l'université. Oui. Donc, il y a vraiment, comme on dit en anglais, un handshake. Une fusion, oui, entre les gens d'université, les gens, les start-up, les start-up, les universités et les entreprises. Donc, il faut ça aussi. Parce que des fois, il y a des compétences qu'on trouve chez chercheurs, il y a des compétences qu'on trouve chez, comment dire, D'accord. Il faut pouvoir combiner les deux. Oui, donc, pour vous, le développement avec le numérique, ce développement passe par l'éducation, l'enseignement. Soit formel ou informel, oui. Ah, d'accord. Vous faites une nuance. L'éducation formelle ou informelle? Oui. Quand vous dites éducation formelle, vous mettez quoi dans l'éducation formelle? Bon, peut-être ce qui se passe à l'université, tout ça, comme ça. Oui. Mais je pense, bon, on n'a pas besoin de faire tout à l'université. Oui. On peut avoir des formations qui ne sont pas vraiment... Des petites formations de courte durée. Oui, oui. 2 mois, 3 mois. Comme ça, oui. Selon les compétences qu'on a besoin. Donc, on essaie de former les gens. On n'a pas besoin de beaucoup de théorie, mais là, c'est la pratique. Oui. D'accord. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné qu'on s'asseye et qu'on se demande de quoi est-ce qu'on a besoin d'un point de vue numérique? De quel technicien, de quel ingénieur, de quelles compétences on a besoin et voir comment on forme en conséquence? Oui, je suis d'accord. Parce que moi, si on veut résoudre un problème, d'abord, il faut se poser des questions. C'est quoi le problème? Donc, c'est quoi le problème? Quels sont les objectifs? Donc, moi, je suis d'accord, il faut s'asseoir, il faut penser. Bon, il faut avoir des plans aussi. Bon, on est là aujourd'hui, mais dans 5 ans, on sera où? Donc, d'abord, identifier le problème et on doit faire ce qu'on appelle en anglais SWOT analysis. On voit le strength, les points forts, les points faibles, comme ça. Et on essaie de voir comment on peut aller de là et arriver à là. D'accord. Mais justement, cette démarche, est-ce qu'elle doit être par pays ou ce doit être une démarche globale? Ou au moins une démarche régionale? D'abord, chaque pays doit faire ça. Chaque pays doit le faire à son niveau. Oui, d'abord. Et après, au niveau régional. Au niveau régional. Oui. D'accord. Donc, est-ce que les universités africaines, vous avez l'impression qu'elles sont conscientes du fait que c'est quand même elles qui décident du devenir du numérique en Afrique? C'est difficile à dire oui ou non. On parle déjà du cas de Unilag. Oui, c'est vrai. On est conscient de ça. Mais moi, je pense que ce n'est pas seulement ça qui manque, c'est la passion. La passion. Oui. Parce que... La passion des enseignants, des étudiants? Les deux. Les deux. Bon, tout à l'heure, je disais quand j'étais à MIT. Quand j'étais à MIT, j'ai suivi les cours, juste pour voir qu'est-ce que les gens font, comment ils travaillent et tout ça. Et je vois les devoirs donnés aux étudiants. Et je demandais à la prof, est-ce que les étudiants se plaignent que ce devoir-là, c'est trop? Ce qu'il m'a dit, il a dit qu'ils sont contents que dans le monde, il n'y a personne qui font des choses comme eux. Voilà. D'abord, déjà, les étudiants sont très motivés. On est le meilleur, on veut rester toujours le meilleur. D'accord. Donc, et les d'abord, profs c'est la aussi, passion. c'est pareil. Oui. Oui, mais ça veut dire peut-être que les formations que vous proposez ne sont pas très intéressantes pour les jeunes. Il faut peut-être savoir comment les intéresser à vos formations. Oui, non. Bon, pas tout à fait correct. D'accord. Moi, je pense d'abord, il ne faut pas penser toujours au diplôme. D'accord. Les diplômes sont bien. Oui. Les étudiants, ils pensent toujours aux examens, les partiels, tout ça. Mais d'abord, il faut penser aux connaissances. D'accord. Pour moi,
même quand j'étudie, c'est ça, comme je commence mes étudiants, je parle d'abord les connaissances. Les connaissances. Après, on parle des connaissances. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire avec les connaissances? Aujourd'hui, ce n'est pas savoir mémoriser qui compte, c'est d'appliquer. D'accord. D'appliquer ce qu'on apprend à l'école. Donc, on va appliquer ça et résoudre des problèmes. D'accord. Maintenant, quand on parle souvent au niveau des universités, vous avez parlé des étudiants qui ne sont pas toujours intéressés, et ils n'ont pas la passion nécessaire, mais on a quand même vu à Unilag, moi, il m'est arrivé de voir des étudiants quand même qui sont très intéressés par ce qu'ils font et qui proposent même des solutions. Comment vous faites pour présenter ces solutions-là, peut-être aux entrepreneurs ou aux startups à côté de vous, pour leur donner toujours envie de créer? Ok. Bon. Je n'ai pas dit que les étudiants ne sont pas intéressés, oui. Non, mais je dis que le problème, c'est du côté des professeurs, du côté des étudiants. Oui. Mais moi, d'abord, il faut aider les étudiants à comprendre la vie et à comprendre que si on va à l'école, on va à l'université, c'est pour pouvoir résoudre des problèmes. D'accord. Ça, c'est la première chose. Pouvoir résoudre le problème. Donc, ce n'est pas pour aller avoir des diplômes, mais avoir des connaissances qui nous aident, qui nous permettent de pouvoir résoudre. Et on a beaucoup de problèmes ici en Afrique. Oui. Et donc, la partie de l'université, il faut commencer à penser aux problèmes de l'Afrique et commencer à voir, bon, ça on parle de numérique, comment on peut résoudre ces problèmes en utilisant la technologie, en utilisant tout ça, et bon, tout ce qui est data science, l'apprentissage automatique. Oui. D'accord. Oui, moi je pense que c'est ça, il faut aider les étudiants, bon, si ça se dit en français, ouvrir les yeux des étudiants. Ouvrir les yeux, oui, ça se dit en français, mais moi il y a un aspect quand même du numérique qui m'intéresse et j'ai l'impression qu'en Afrique on n'est pas trop dedans, la robotique. Est-ce que vous avez l'impression que la robotique ça nous intéresse, ça nous passionne sur le continent? Oui, ça nous intéresse et on sait que dans l'avenir, oui, ça c'est l'avenir aussi, même le présent est l'avenir. L'Afrique a commencé à travailler là-dessus, oui, mais pas trop, pas beaucoup. Ça nous intéresse, mais il faut des fondements. C'est ça, il faut des fondements, oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut des fondements. Quand on parle de l'informatique, il faut des fondements. Quand on parle de l'ingénierie électrique, tout ça, il faut des fondements. Si on a des fondements, c'est plus facile à bâtir. D'accord, oui. C'est plus facile de construire quand on a des bons fondements. Oui. Mais pour vous, le fondement, vous l'avez dit, c'est d'abord les infrastructures. Mais installer des infrastructures, parfois, ça coûte un peu trop cher. Est-ce qu'il faudrait un partenariat public-privé pour qu'on puisse avoir toutes ces infrastructures dans les pays qui sont sous-développés? Oui, moi, quand je parle de fondement, oui. Il y a l'infrastructure, oui, mais aussi, à l'école, il y a un fondement. Des choses qu'on doit savoir quand on parle de l'ingénierie. Il y a un fondement qui nous permet de pouvoir apprendre des choses tout seul. D'accord. Mais au niveau de l'infrastructure, on peut collaborer avec d'autres pays. Oui. D'accord. On voit que l'Afrique du Sud a beaucoup avancé. Oui. Donc, on peut collaborer avec eux. Donc, la Chine aussi. Et il vient ici, les Chinois. Donc, on peut collaborer avec eux. Mais toujours, il faut garder, il ne faut pas oublier l'objectif. Ce n'est pas juste pour consommer, mais pour... On collabore avec eux, on nous aide à commencer et là on continue. D'accord. C'est pas tout le temps consommer, donne. D'accord. Il paraît qu'on copie beaucoup en Afrique. On copie énormément. Tout le monde copie. Voilà, tout le monde les copie. Chinois ont copié. Oui. Les Russes, oui, ils ont copié. Mais les Américains. Aussi, ils ont copié. Mais quand ils copient et après essaient d'améliorer. C'est ça que bon, on commence par copier des gens, même à l'école. D'abord, on commence à copier des choses. Si. Et après, on cherche à appliquer ou à créer des choses. Et à améliorer. Oui, améliorer. Oui. Donc, pour vous, le problème ne se pose pas en ces thèmes. Mais tantôt, quand on préparait ce plateau, vous m'aviez parlé qu'il y avait des échanges entre certaines universités du Nigeria et du Bénin, toujours pour les formations au niveau du numérique. Est-ce qu'à Unilag aussi, vous faites des échanges avec des universités ici? Oui. L'université ici, oui. Oui, avec l'université Aboumé Calavi. Oui. D'accord. Oui, il y a des échanges. Moi, je suis là, au Bénin, pour enseigner là-bas. C'est pour aider les gens au master. Et donc, aussi, bon, il y a des formations qu'on fait ensemble. Par exemple, en août, on a fait une formation sur data science. D'accord. Oui, chez nous. Il nous reste
30 secondes ou 10 secondes pour conclure. Voilà, on me dit c'est bon. On me dit c'est bon. Victor Oudou-Mouyiwa, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes au Bénin donc pour quelques jours. C'est toujours pour apporter aux autres universités les compétences du Nigeria. Ici, on est toujours dans les échanges. C'est terminé pour la rubrique Experts, mesdames et messieurs. Nous allons passer, non, vous restez avec moi un instant, le temps que j'annonce la rubrique qui va suivre. Il s'agit de la rubrique Autant savoir. Droit d'auteur au Bénin, que dit la Loire? On s'y intéresse dans la rubrique Autant savoir. Avant de recevoir notre invité, on suit ce reportage. Les chaînes de radio et de télévision doivent payer des redevances aux artistes. C'est une certaine somme d'argent collectée et redistribuée aux artistes pour la diffusion de leurs œuvres. Un rôle joué au Bénin par le BIBEDRA, Bureau béninois des droits d'auteur. L'artiste jouit de ce droit sous forme de salaire qui lui est payé tous les 6 mois à la suite de la collecte de ce qu'on appelle les redevances pour exploitation des œuvres de l'artiste. Pour bénéficier de ces redevances, plusieurs conditions à remplir. Mais avant d'aller trouver une redevance et chercher et récupérer, il faut déclarer l'œuvre. Ce n'est pas que vous allez faire une œuvre, dès que vous faites une œuvre, vous allez attendre et dormir dans vos trucs là, l'œuvre n'est pas jouée ou bien l'œuvre n'est même pas à vous et que vous allez penser gagner en matière de droit d'auteur. Donc, c'est d'être sûr qu'on est créateur de ce dont on réclame les droits. En plus des droits d'auteur sur diffusion, le BIBEDRA prend également en compte le droit de timbre. Il est lié au nombre de disques vendus. En la matière, la piraterie demeure l'une des principales difficultés. Les vendeurs de disques piratés semblent vivre aux dépens des artistes. Les artistes ne dérangent pas. C'est plutôt le BIBEDRA qui nous dérangeait avec les timbres. On ne peut pas prendre des disques à 200 francs à Topa et aller prendre encore des timbres du BIBEDRA à 500 francs qui nous laissent vendre. Il reste encore difficile au Bénin de quantifier les œuvres d'auteur et par conséquent le recouvrement de toutes les tasses. Une situation à laquelle il faut remédier afin que les artistes puissent mieux vivre de leur art. Voilà, c'est justement pour permettre à ces artistes de pouvoir vivre de leur art qu'il y a une loi en 2006 qui a revenu sur les droits d'auteur au Bénin. On reçoit sur ce plateau un juriste, Ulrich Gilles Christ Sagbo. Bonsoir. Bonsoir madame, comment vous allez? Bien, merci. Avec vous ce soir, on parle des droits d'auteur au Bénin. On veut savoir ce que dit la loi, mais avant, définissez-nous un peu les droits d'auteur. Qu'est-ce qu'on met dans les droits d'auteur? Ok, bonsoir les téléspectateurs. Selon d'abord l'article. Selon la loi 2005-30 du 10 avril 2006 relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisins, le droit d'auteur se définit comme l'ensemble des droits exclusifs dont dispose un auteur sur les œuvres de l'esprit. Voilà ce que... D'accord. Mais quand on dit œuvre d'esprit souvent, pourquoi c'est toujours à la musique qu'on pense? Est-ce que la musique est la seule œuvre d'esprit? Non. Dans cette définition, la loi fait allusion à la créativité. Ce n'est pas seulement la musique, mais les romanciers, les poètes, tout ce beau monde. Tous ceux qui créent. Qui innovent. Même les jeunes start-up qui innovent des applications Android également, c'est toujours un droit d'auteur pour eux. C'est toujours un droit d'auteur pour eux. C'est toujours un droit d'auteur pour eux. D'accord. Mais est-ce que tout le monde arrive à savoir qu'il lui faut un droit d'auteur pour pouvoir justement bénéficier des avantages? Malheureusement, non. Parce qu'il faut il y a un problème de sensibilisation. D'accord. On doit sensibiliser les artistes, parce qu'ils sont des artistes, des auteurs. On doit les sensibiliser sur leurs droits, sur comment protéger ces droits, le droit d'auteur, pour qu'une telle personne ne vienne pas voler leurs innovations ou ce qu'ils ont construit de leur main. D'accord. Oui. Mais à quel moment on commence par parler du droit d'auteur pour un artiste? Ok. Pour parler du droit d'auteur à un artiste d'abord, il faut que l'artiste puisse sortir une chanson. D'accord. C'est pas sortir une chanson en truc là, comment on dit,
En freestyle ou En bien sur les freestyle, réseaux, non. Mais une maquette. Une maquette, un CD. D'accord, un CD. Et ce CD doit être enregistré à la bibliothèque. D'accord. Oui. Avant que cet artiste on puisse reconnaître son droit. D'accord. Oui. Donc, c'est l'artiste lui-même qui devrait mener cette démarche. Oui. Donc, si vous avez des CD et que vous ne vous êtes pas fait enregistrer au Bubedra, on ne peut pas vous compter les droits d'auteur. Une tierce personne peut voler vos chansons et rapidement passer derrière vous pour avoir un droit. D'accord. Juridiquement, les Donc, c'est possible que quelqu'un d'autre puisse prendre une œuvre qui appartient à quelqu'un d'autre? Oui, si cette personne s'enregistre officiellement à la bibliothèque, parce qu'il faut des conditions, il y a une carte pour cela. Si cette personne a cette carte et toi, l'innovateur, tu n'as rien de tout ça, c'est que le droit appartient à l'autre. D'accord. Oui, mais est-ce que ce n'est pas du vol? Ce n'est pas puni aussi si on arrive à prouver? Est-ce que c'est possible de prouver? C'est possible de prouver. C'est possible de prouver, mais c'est très difficile. C'est très difficile de prouver. D'accord. C'est très difficile également. Vous avez parlé des autres créateurs, mais souvent ce n'est que les artistes qu'on voit. Comment est-ce que quelqu'un qui a une start-up, quelqu'un qui a une innovation technologique, comment est-ce que cette personne fait pour le droit d'auteur? Est-ce que c'est le même principe? Oui, pour les artistes, c'est à la bibliothèque, mais pour les jeunes entrepreneurs, les start-up qui créent des applications, ça c'est le tribunal de la zone, de là où ils sont. Si ils sont à Cotonou, c'est le tribunal de Cotonou qui est compétent pour gérer l'affaire de leur droit d'auteur. S'ils sont peut-être à Parakou, c'est le tribunal de Parakou qui est compétent pour gérer l'histoire de leur droit d'auteur. D'accord. Oui. Et comment est-ce qu'ils font pour se faire enregistrer et pour bénéficier de ces droits d'auteur-là? Oui, pour les artistes, c'est seulement à la Bubedra. Il y a des formats. Il faut qu'ils se rendent au Bubedra? Il faut qu'ils se rendent à la Bubedra avec leur carte d'identité, à de naissance, une photo d'identité pour se faire enregistrer. D'accord. Pour les poètes et les start-up, il suffit juste de saisir le tribunal. Et puis, c'est fini. Et le tribunal de première instance, ce n'est pas l'appel et autres, non. D'accord. Maintenant, quand vous avez ces droits et que vous vous dites, j'ai les droits d'auteur sur tel produit, par exemple, c'est moi, j'ai fabriqué cette feuille et j'ai le droit d'auteur sur ça. Quelle est ma garantie? À quoi est-ce que cela se résume? Est-ce à dire qu'avant que quelqu'un puisse utiliser cela, on doit me faire appel? Oui, c'est ça. Avant que quelqu'un puisse utiliser votre droit, il doit vous faire appel. Et la loi, en ses articles 52, prévoit des types de contrats qui vous lient. D'accord. Oui. D'accord. Des contrats de représentation. Cette personne ira vous représenter. D'accord. Mais on voit souvent les artistes qui se plagient entre eux, qui se copient, et qui s'inspirent d'une ancienne chanson, d'une reprise. Est-ce qu'il y a parfois des litiges et les gens se retrouvent devant le juge justement pour trancher? Oui, à chaque fois, il y a des litiges, c'est ça. Raison pour laquelle on a créé le bibliothèque de moins pour régler ces litiges. Maintenant, si ces litiges adviendraient entre deux artistes du genre, ils doivent prouver l'originalité de la chanson. La chanson appartient effectivement à qui? Je ne sais pas si vous comprenez, madame. Si. La chanson appartient effectivement à qui? Avant qu'eux, ils viennent interpréter. Est-ce que cette personne a donné son accord avant l'interprétation de la chanson? Si ce dernier n'a pas donné son accord, ça veut dire qu'ils seront tous en prison. Ils iront tous en prison? Oui. D'accord. Maintenant, les droits d'auteur, quand on l'a, que dit la loi? Ça vous permet d'avoir quoi comme facilité? Oui, comme facilité, vous avez la garantie totale que ce que vous sortez, personne d'autre ne pourra plus voler. Oui. Deuxièmement, vous êtes respecté. Parce qu'il n'y a pas de faux, du copier-coller et autres, non. Et troisièmement, vous êtes sûr que, après vous, ce droit peut être transféré à vos enfants. C'est l'article 24 de la loi 2005-30 du 10 avril 2006 qui le dit. D'accord. Oui. Donc, vous pouvez passer ce droit d'auteur à vos enfants? À vos enfants. En héritage? En héritage. D'accord. En s'appuyant sur l'article 24 de la loi. Mais à quel moment vous cessez d'être propriétaire de ces droits d'auteur? OK. Est-ce qu'il y a des exceptions aux droits d'auteur? Oui, il y a des exceptions. Là, c'est à votre décès. D'accord. À votre décès. Impôt c'est tout, c'est à votre décès. D'accord. Ou sur décision du tribunal. D'accord. Là, vous pouvez cesser ou bien de perdre votre droit d'auteur.
Faisons quelques cas pratiques. Si à la maison, j'écoute de la musique pour mon bien-être et pour celui de ma famille, est-ce que je suis tenue de payer les droits d'auteur à l'artiste que je joue? Non, là, c'est juste une passion pour l'artiste. D'accord. À quel moment ça entre dans le compte de l'artiste? Ça entre dans le compte de l'artiste si vous voulez utiliser peut-être sa chanson ou bien ses poèmes pour en tirer du profit. C'est ça qui est interdit par la loi. Donc, comme c'est un cas pratique, si on vous arrête dans ce cas, tout ce que vous avez ramassé lors de ce concert, on vous prend tout. On verse dans le compte de l'artiste. D'accord. Mais ceux qui sont dans la contrefaçon, eux, ils sont dans quelle position par rapport à la loi? Ceux qui font des contrefaçons de poèmes, ceux qui font des contrefaçons même des innovations de certaines personnes, ou même de chansons et tout, de quelle posture ils sont par rapport à la loi? C'est des hors-loi, comme on le dit. C'est des hors-loi, comme on le dit. Et qu'est-ce qu'ils risquent? Ce qu'ils risquent, madame, comme ils ne sont pas enregistrés officiellement et ils exercent le métier de façon illégale, excusez-moi beaucoup, chers téléspectateurs, mais ils risquent vraiment une peine d'emprisonnement allant de 5 à 10 ans. De 5 à 10 ans? Oui. Ça vaut aussi pour les personnes que nous voyons parfois au feu avec des CD non estampillés et tout? Oh oui. Oui, également. D'accord. Eux, on les laisse parce que l'État, bon, se dit vraiment, ils sont au chômage. On doit les encourager, peut-être à l'innovation et autres. Mais si nous devons vraiment appliquer la loi, et comme le dit la loi toujours 2005-30 du 10 avril 2006, en son article 35, il risque également des peines d'emprisonnement allant de 5 ans à 10 ans. De 5 ans à 10 ans? À 10 ans, oui. D'accord. Et des amendes même. Des amendes, oui. Des amendes lourdes, je suppose. Des amendes de 200 à 1 million. D'accord. Mais les artistes sont toujours en train de se plaindre que leurs droits d'auteur ne sont pas respectés et tout. Est-ce qu'ils ont la possibilité de faire recours à un avocat, peut-être, ou à un juriste, pour leur expliquer un peu comment est-ce que cela fonctionne? Oui. Ils ont la possibilité de faire recours à un avocat ou se référer à un cabinet de conseil juridique pour avoir une idée claire sur ce qu'est d'abord le droit d'auteur, comment protéger ce droit d'auteur et comment transmettre la propriété également de ce droit d'auteur à une tierce personne. D'accord. Ils ont cette droit. Maintenant, quand on parle souvent de droit d'auteur, on parle aussi de droit voisin. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, il y a une différence entre le droit d'auteur et le droit voisin. D'accord. Oui. Parlez-nous-en. Comme je l'ai défini tout à l'heure, le droit d'auteur, c'est d'abord l'ensemble des droits exclusifs dont dispose un auteur sur les œuvres de l'esprit. D'accord. Et le droit voisin? Le droit voisin, comme vous le savez très bien, c'est comme le nom le dit, c'est un droit qui donne, et comment on dit, c'est un droit qui, je vais le dire d'abord. Oh non, on y va de façon terre à terre. De façon terre à terre. Le droit voisin. Le droit voisin, c'est un droit que vous avez d'abord. D'accord. Mais ce droit vous empêche de jouer des sons intempestifs pour perturber l'autre. C'est ça le droit voisin. D'accord. Quand même, le Bénin est aussi dans des organisations sous-régionales et tout en ce qui concerne la protection des droits d'auteur. Oui. Est-ce que vous en avez quelques exemples? Oui. Tout récemment, le Bénin a ratifié quelques lois. D'accord. D'abord, nous avons le décret 2017-155 du 9 mars 2007 portant approbation des statuts du bureau béninois de droit d'auteur. D'accord, mais qu'est-ce qui a changé avec cette nouvelle ratification? Avec cette nouvelle ratification, ce qui a changé, c'est quoi? C'est que avant, le droit d'auteur n'est pas tellement respecté. Maintenant, avec cette ratification, il y a des sensibilisations qui se font de jour comme de nuit aux artistes. D'accord. Aujourd'hui, maintenant, tous les artistes, je peux le dire, oui, ils ont tous les cartes d'artistes. D'accord. Vous voyez? Oui. Donc, cette loi a facilité la sensibilisation aux autres. Également, nous avons la loi de Genèse sur la protection du droit d'auteur. D'accord. Ulrich Gilles Chrissagbo, nous rappelons que vous êtes juriste. Avec vous, on s'est intéressé au droit d'auteur au Bénin, ce que dit la loi. L'heure du journal est sacrée. Amandine Agnambossou s'impatiente. Et vous aussi, certainement, mesdames et messieurs, on la rejoint pour le journal.
toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal Deuil au Bénin. Le docteur Basile Adjou-Moumouni n'est plus. Il est décédé ce mardi 12 novembre 2019 à l'âge de 97 ans. Diplômé de médecine légale et tropicale, l'homme a écrit plusieurs ouvrages. Il a également été président élu du Bénin en 1968, mais il n'a jamais été installé dans ses fonctions. Écho du CEFOR 2019, à présent la 24e édition du séminaire de formation organisé par le CITEF suit son cours au Novotel à Cotonou depuis hier. Les participants ont droit à des conférences et ateliers sur plusieurs thématiques. Rodrigue Babagbeto a suivi pour nous l'atelier sur la production d'informations pour les réseaux sociaux avec le smartphone, un atelier qui outille les journalistes pour une performance dans la fabrication de contenu à l'ère de la vidéo mobile. Suivez son reportage. Les détails sont remarquables, les couleurs des voitures et du ciel éclatantes. Tout ceci a été pris avec un smartphone sans aucune correction en post-production. Aujourd'hui, les qualités techniques des téléphones dépassent dans certains cas même les caméras de télévision. Par exemple, ici à ORTB, vous diffusez dans ce qu'on appelle la définition simple en SD. Un capteur de téléphone, la plupart des téléphones qu'on peut acheter aujourd'hui ont des définitions qui sont 16 fois plus importantes que ça. Donc techniquement, on a prouvé que les téléphones sont de bonne qualité. Ça ne marche pas toujours avec n'importe quel téléphone. Il faut plutôt avoir des téléphones moyens à haut de gamme. Nous sommes ici à une formation du CEFOR 2019, nos caméras positionnées pour le reportage, quand des hommes et femmes se lèvent. Ce sont des journalistes reporters d'images 3.0, ou comme celui-ci aime bien se faire appeler, des journalistes reporters d'images version numérique. Journaliste reporter d'images version numérique, parce que c'est avec mon smartphone que je produis désormais l'information. Partout où je suis, je peux informer les uns les autres sur ce qui est autour de moi. Comme Patrick, ils sont près d'une dizaine de diverses nationalités à se livrer à cet exercice qui leur est donné. Ces journalistes télé doivent désormais appréhender les contours de la prise de vue. Nous prenons le risque de déconcentrer certains en plein exercice. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Alors, on est en train de montrer comment le smartphone peut remplacer votre grosse caméra. Et pourquoi garder forcément la caméra de cette manière ? Alors là, vous voyez que je la tiens, que je me concentre et que je la tiens bien serrée, mon bras sur mon corps, pour la stabilité de l'image. Après le tournage, il faut monter sa vidéo. Ici, c'est encore le téléphone qui fait office de banc de montage. Ça se passe très bien. Et nous sommes en situation de montage et c'est avec notre smartphone, tout se fait. C'est mieux de travailler sur c'est léger, c'est plus facile et on a la possibilité de choisir ce qu'on veut. Alors que parfois quand on est sur un banc de montage, c'est un peu trop lourd. Il faut convertir parfois des images et les importer dans le logiciel de montage. Alors qu'ici c'est plus facile. Il suffit de cliquer sur la séquence et ça se retrouve dans le logiciel de montage. Maintenant la difficulté c'est de pouvoir assembler tout ce qu'on a pu filmer et découper exactement où il faut afin de construire quelque chose de logique. Des difficultés qui, pour le formateur, vont être surmontées par des exercices réguliers. Pour lui, l'essentiel est donné. Il s'en sort très bien pour des gens qui ont touché les téléphones pour faire de la vidéo avec et du montage depuis hier. Ils s'en sortent très très bien. Fondamentalement, ils savent déjà ce que c'est un reportage de télévision puisque ce sont des journalistes de télévision. Donc ils adaptent leur savoir-faire à un nouvel outil. C'est pour ça que ça va vite. Ça va vraiment vite puisque Patrick a monté son élément en un laps de temps. Un smartphone et des réseaux sociaux suffisent aujourd'hui pour faire passer son message au monde entier. Le marché des biens d'occasion connaît une croissance exponentielle au Bénin. Cette croissance soulève des interrogations quant aux raisons de son développement et aux conséquences possibles pour les consommateurs. Qu'est-ce qui motive certaines personnes à aller vers ces objets et comment s'y prendre en cas de défaillance? Arthur Wendo et Rodrigue Blondoumé ont fait le tour de la question dans ce reportage. On note aujourd'hui dans nos grandes villes la vente d'objets d'occasion. Les usagers de ce vaste marché s'en sortent avec diverses fortunes. Il y a de cela 2 semaines, j'ai payé une moto pour mes soeurs pour qu'elles puissent aller à l'école. Après avoir payé la moto, le monsieur m'a tout assuré pour dire que c'est clean. Mais plus tard, je me suis retrouvé à dépenser 50 000 et plus dans la moto. Sito Bada Vico garde un mauvais souvenir de cette expérience. D'autres, par contre, estiment que ce n'est pas parce que les produits d'occasion
sont déjà utilisées qu'ils perdent de la valeur. Ce sont des trucs résistants, les prix sont à la portée de tout le monde. Donc ce sont des trucs qui aident et disons ceux qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir prendre des trucs neufs à s'en en procurer en fait. Moi j'ai payé plusieurs produits d'occasion et ça a duré. J'ai pu acheter un PC portatif en occasion. Ouais, donc pour moi j'ai eu la chance que l'ordinateur portatif marche. Pour la plupart des usagers rencontrés, derrière les objets d'occasion se cache un piège. Quelqu'un qui a déjà utilisé un truc et qui veut revendre, c'est tellement que le truc a un petit problème. Les produits d'occasion souvent se présentent sous deux aspects. Lorsque quelqu'un décide de vendre quelque chose, soit la personne a un problème financier direct, ou soit la chose que la personne décide de vendre a un problème. Et pour éviter cet état de choses, ce type d'achat devrait se faire sous certaines conditions. Il faut premièrement s'assurer de la propriété effective de celui qui est en train de vous vendre cet élément-là. Sinon, vous pouvez être poursuivi pour recel. Deuxième élément, ce sont les risques qui peuvent arriver dans ces genres de transactions-là. C'est-à-dire, vous prenez un bien d'occasion auprès de quelqu'un, après vous constatez une certaine défaillance. Vous savez, dans les boutiques, formellement, il y a les questions de garantie où quand vous êtes dans le délai, vous pouvez repartir pour aller changer. Mais dans nos relations contractuelles, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, ces éléments n'existent pas. Ça veut dire quoi? Lorsque ça arrive comme ça et que vous approchez de votre co-contractant qui reconnaît l'erreur, vous pouvez régler entre vous. Lorsque vous ne vous entendez pas, vous allez donc vous référer aux autorités compétentes, notamment, je veux dire, la juridiction compétente pour vous voir trancher un litige, parce que là, c'est un litige qui naît. Au-delà des réticences qu'on peut avoir et qui peuvent être difficiles à surmonter, l'achat des objets d'occasion est néanmoins à la portée du citoyen lambda. Intéressons-nous maintenant à notre cadre de vie. Cette année particulièrement, les pluies sont abondantes au Bénin. Une pluviométrie exceptionnelle qui a provoqué des inondations sur toute l'étendue du territoire national. Une situation récurrente à chaque saison des pluies. Peut-on prévenir les inondations ou sont-elles inévitables? Hervé Koumassi, spécialiste des questions liées aux risques et catastrophes naturelles, répond au micro de Gloria Oni. On ne peut pas éviter les inondations, mais on peut réduire les risques liés aux inondations. Parce que quand vous voyez les populations s'installent dans le lit majeur des cours d'eau parce que ce sont des zones fertiles à l'agriculture. Maintenant, quand l'inondation va venir, c'est comment faire pour réduire les risques liés à ces inondations-là. Et la gestion des inondations prend en compte la prévention, la gestion de l'urgence et la gestion post-inondation. Au niveau de la prévention, par exemple, nous permet de mettre en place tous les éléments qui vont nous permettre de réduire la catastrophe quand elle est là. Par exemple, on peut arriver aujourd'hui, à partir des calculs mathématiques, chercher à connaître les quantités d'eau qui sont capables de créer des inondations. Et ça, on a l'habitude de faire ça, on a fait ça sur plusieurs bassins déjà au Bénin pour dire, voilà les quantités d'eau qui sont susceptibles de créer des inondations. De la même manière, à partir des cycles, on est arrivé dans certains bassins à déterminer les zones qui sont susceptibles d'être inondées quand on a telle ou telle hauteur de pluie. Donc quand on prend par exemple les inondations fluviales créées au niveau des cours d'eau, ça c'est au niveau des cours d'eau, on peut arriver à déterminer quelle est la hauteur de l'eau capable de créer une inondation dans cette zone-là. Donc on fait ça grâce à ce qu'on appelle la rallye fréquentielle, qui peut nous donner les valeurs des débits ou des précipitations capables de gérer des inondations.
Et Dakar va abriter en janvier 2020 la deuxième édition des rencontres du marché des titres publics de l'UEMOA. L'événement va présenter les enjeux et les défis du marché de la dette souveraine. Selon l'UEMOA Titres, il va offrir également de nouvelles opportunités d'investissement sur le marché des titres publics de la zone économique. Selon les organisateurs, l'objectif est de favoriser les échanges sur le développement du marché financier régional, de renforcer le leadership du marché des titres publics et contribuer à le positionner comme une véritable option d'investissement. Au Kenya, les autorités anticipent une production risicole de 240 000 tonnes pour la campagne 2019-2020, soit environ le double de la récolte précédente. Cette performance d'une année sur une autre est liée à la bonne dynamique du projet d'irrigation piloté par le Conseil national de l'irrigation. Cette initiative devrait permettre de produire 180 000 tonnes de riz, ce qui représente environ 75% de la récolte nationale anticipée. En outre, la bonne récolte attendue devrait permettre au pays de réduire de 36% ses importations de la céréale. Le Kenya consomme environ 400 000 tonnes de riz par an et importe 250 000 tonnes de la graminée annuellement. Ses principaux fournisseurs sont le Pakistan et l'Inde. Et c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, merci de nous suivre. Vous êtes bien sûr BB24. Votre émission Le Grand Rendez-vous se poursuit et nous allons finir en beauté avec la rubrique Beauté au pluriel. Beauté au pluriel ce soir s'intéresse à l'hydratation de la peau. Est-ce qu'il faut choisir le lait ou la crème? On vous répond dans un instant, mais avant, on suit ce reportage. Moi, je ne prends pas pommade. C'est ce que je prends, ça. C'est beurre de qualité que je prends. Et je mélange ça avec un peu d'huile rouge. Je vais mélanger ça avec. Et je mets. C'est ça. Mes enfants même, c'est ça. Nous tous utilisons à la maison. On n'utilise pas une autre chose. Je n'ai pas de lait fixe. J'utilise ce qui me tombe sous la main. Ce que je vois, j'utilise, mais rien d'éclaircissant en tout cas. Je prends le soin de lire avant d'utiliser et je n'utilise pas n'importe quoi. Je suis dans la cosmétique. J'ai une licence en cosmétique, donc je sais quoi utiliser sur ma peau. Si vous avez un type de peau donné, que vous avez choisi votre lait, en conséquence, vous pouvez le garder. Si votre peau n'a pas changé de texture entre-temps, parce que le lait doit être toujours en conformité avec le type de peau. Quand la peau est en bonne santé, vous êtes bien protégé. La peau est une barrière qui protège le milieu intérieur du milieu extérieur. Alors c'est important que votre peau ait son équilibre physiologique. Vous choisissez votre lait corporel en fonction de ce type de peau-là. Un lait corporel hydratant, nourrissant, en fonction de votre type de peau, qui est sèche et qui pèle, qui fait des squames. Voilà, vous avez la peau grasse, il vous faut choisir un lait de corps juste hydratant. C'est important que le lait de corps soit gras. C'est le gras qui protège l'eau de la peau et la maintient hydratée. Sinon, rien que l'air ambiant peut assécher votre peau. C'est la recherche donc de ces concoctions, ces décoctions, que en général on se retrouve dans les marchés à voir des femmes acheter des substances qui peuvent contenir des antibiotiques, qui peuvent contenir donc, de l'hydroquinone, qui peuvent contenir des corticoïdes, qui peuvent contenir des acides de fruits et qui peuvent contenir des substances même qui sont cancérigènes à la base et qui ne sont pas tolérées normalement dans des pays où la réglementation cosmétique est vigilante. Voilà, merci donc pour cette Vox Populi, je crois. Merci à vous, Fulgencia Otondi. Nous les avons écoutés. On a eu les avis de spécialistes, on a eu les avis de personnes consommatrices de pommade en temps normal. On les a écoutés. Fulgencia Otondi, vous nous direz quelle est la bonne méthode, n'est-ce pas, sur ce plateau? Oui, c'est vrai. Bonsoir d'abord, Agnate. Bonsoir, chers téléspectateurs. J'étais tellement pressée de vous parler. Bonsoir, Fulgencia. J'ai eu le temps de le constater. Hein. D'accord. Eh bien, trouver un bon lait n'est souvent pas chose aisée pour tout le monde, tout autant que nous sommes. Alors, on se perd facilement dans le choix du lait ou de la crème. Alors, nous avons ce soir invité Madame Eugénie Camille Atifoué. Elle est esthéticienne. Bonsoir, Madame. Bonsoir.
Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, quelle est la différence entre le lait et la crème? Le lait, il est plus fluide. C'est une émulsion H dans E. La crème, elle est plus onctueuse, elle est plus épaisse que le lait. Donc, ça dépend du type de peau. Vous avez, pour le Vox Populis, j'ai vu une femme qui a dit elle met de l'huile rouge sur le beurre de karité. C'est pour que ça soit un peu plus fluide, qu'elle puisse le passer, parce que le beurre de karité tout seul ne sera pas assez lisse. Voilà. Donc, pour les laits, et qu'on a un type de peau grasse, si la peau elle est grasse, si la peau elle est sèche, je pense que cela dépend du type de peau de la personne. Mais il faudrait qu'on sache que tous les laits ou toutes les crèmes doivent avoir la qualité d'hydrater la peau et de nourrir la peau. D'accord. Donc, le plus important, d'abord, c'est l'hydratation. C'est l'hydratation de la peau. D'accord. Alors, que faut-il privilégier? Est-ce la crème ou le lait pour l'hydratation de sa peau? Comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend de la personne qui utilise la crème. Si c'est plus facile pour elle, elle utilise la crème. Donc, d'autres personnes peuvent utiliser le lait qui est plus fluide. Voilà, donc cela dépend du type de peau de la personne et comment elle utilise une crème ou un lait. D'accord, mais nous, souvent, on nous dit la crème, c'est pour le visage, le lait, c'est pour tout le corps. Vous, esthéticienne, vous dites c'est en fonction de nos goûts, de nos envies. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, c'est que je vais vous dire que le type de peau du visage est différent du type de peau du corps. Oui. Vous êtes là, vous pouvez avoir un type de peau différent et que votre corps ait un autre type de peau. Parce que le visage est à découvert et c'est le visage qui reçoit les intempéries, la pollution, la poussière, la sueur, tout et tout. C'est pour ça que nous, esthéticiennes, on conseille à toutes les femmes, ou à tout le monde, de se démaquiller matin et soir avant de se coucher pour enlever la pollution, la sueur, tout et tout, parce que ça reçoit tout. Tandis que le corps, est protégé. Voilà, est protégé. Donc, le visage a plus de problèmes que le corps. Et là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas utiliser le lait du corps au visage. D'accord. Vous voyez? Alors, pour le visage, il faut une crème alors, parce qu'on entend certaines personnes dire qu'il faut une crème pour le visage. Il faut une crème. Ça ne doit pas être aussi fluide que le lait du corps. Ok? Il faut une crème. Et cela dépend des principes actifs, des concentrés, de tout ce qu'on veut mettre dans la crème du visage ou le corps. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, pour le corps, tout le monde demande une peau lisse. Donc, il faudrait une peau éclatante, lumineuse. Il faut que ça ait les qualités d'hydratation et de nourrir la peau. Il faut nourrir la peau, il faut l'hydrater. Entre autres, s'il y a une personne qui est, par exemple, qui a de l'ichthyose ou la peau desséchée, tout et tout, il faut de l'humectant dans son lait pour que ça puisse l'aider. D'accord. Quand vous dites humectant, c'est quoi humectant? Humectant, c'est de la glycérine, par exemple, de la vaseline, tout et tout, pour humecter le corps. Ou vous voyez des laits où on dit 24 heures d'hydratation, c'est pour les gens qui ont des peaux desséchées. Donc, et qui sera bien, il y aura un bien-être, elle aura la peau détendue pendant 24 heures. Alors, vous êtes professionnel, est-ce normal qu'on mélange, par exemple, le lait avec des produits naturels, par exemple? Moi, je le suis contre. Vous avez vu, il y a la prolifération des produits, des laits pour le corps qu'on voit sur les réseaux sociaux, on voit au marché et tout ça là. Là, c'est pour, comment on dit, la dépigmentation et tout le monde se lève et quand on n'a pas de boulot, qu'on m'excuse, quand on n'a rien, on se dit, on prépare des laits, des crèmes pour dire, bon, vous allez avoir une teinte, deux teintes et tout ça là. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut faire confiance aux laboratoires qui préparent des laits et des lotions et des crèmes. Ok? Et comme ça, si vous avez un problème, vous pouvez... Ce qui revient à Diania, c'est qu'il faudrait lire les ingrédients lorsqu'on prend une pommade, une crème
ou du lait, par exemple. Il faudrait lire les ingrédients, là où on verra les principes actifs pour voir si, par exemple, elle a la peau lisse et tout. Donc, s'il faut mettre de l'avocat dedans, des huiles essentielles, des produits, je sais pas, naturels, où on peut préparer son propre lait. Okay? Mais pour les gens qui préparent des laits, vous ne savez pas ce qu'on a mis dedans. Vous n'êtes pas sûr. Tout ce qu'on met sur les indications d'un lait, c'est pas ce qu'ils ont mis dans le lait. Hein. Donc, on peut mettre autre chose et vous dire que c'est ça, c'est à base d'avocat, à base de ceci. Aussi pour la peau mature. Une personne de 50 ans, 45 ans, 60 ans doit utiliser un lait à base de collagène et d'élastine. Donc l'âge aussi, il faut l'âge tenir compte de l'âge. aussi joue. Parce que quand vous prenez de l'âge, il y a les fibres de collagène et d'élastine qui se cassent, c'est-à-dire qui diminuent, et vous ne pourrez plus avoir une belle peau comme une fille de 18 ans ou de 20 ans. Donc la femme qui est plus âgée doit utiliser des laits anti-âge à base de collagène, à base d'élastine pour pouvoir avoir une très belle peau. Et en plus de ça, elle peut aussi prendre des compléments alimentaires et ça va jouer sur sa peau. Ah d'accord, des compléments alimentaires, mais c'est des compléments alimentaires qu'on achète au labo et autres. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de pouvoir dans sa propre cuisine trouver quelque chose qu'on mange et qui vous permet d'avoir... Vous savez que bon, maintenant pour le bien-être et tout, il faut manger beaucoup de légumes, manger beaucoup de fruits et boire beaucoup d'eau. C'est ça qui est... c'est ce que tout le monde dit. Tout le monde dit et c'est ce qu'il faut suivre. Alors, à quel moment il faut-il appliquer la pommade ou le lait? Le soir après votre douche ou votre bain, vous mettez votre lait ou votre crème et ça va bien être sur la peau et vous aurez le lendemain une très belle peau. Parce que si c'est dans la journée, vous en mettez beaucoup, il y aura la chaleur, la sueur et tout, et puis ça ne pourra pas bien vous donner le résultat escompté. Mais le soir, la nuit, après votre bain et tout, vous mettez votre lait et tout. Si c'est un lait réparateur, un lait nourrissant, un lait hydratant, le lendemain, vous allez automatiquement sentir que vous avez une très belle peau. Et comment les appliquer? Comment l'appliquer? Comme ça, tout en rond comme ça. Partout? Partout, partout. Vous faites comme ça, tout vous en montez rond. tout en rond, tout en rond. D'accord. Moi, j'aimerais revenir quand même sur le choix de la pommade. Vous avez parlé en journée que c'est difficile de pouvoir se pommader à cause de la transpiration. Et pourtant, on a bien envie d'avoir aussi une peau un peu hydratée. Comment est-ce qu'on choisit sa pommade? Parce qu'il paraît qu'il y a des pommades pour le jour et d'autres pommades pour le soir. Là, pour le visage, vous avez la crème du jour et la crème du soir. Mais tandis que pour le corps, vous avez un seul lait. D'accord. OK? Un seul lait que vous pouvez appliquer et ne pas appliquer beaucoup de quantité, ne pas mettre beaucoup de quantité sur le corps. Et là, je tiens encore à dire que si c'est un lait éclaircissant, il faudrait du tout pas le mettre dans la journée. D'accord. Mais comment est-ce qu'on fait attention aux ingrédients justement sur les pommades? Vous en parliez tout à l'heure, quand on veut acheter une pommade, il faut faire attention aux ingrédients. À quels ingrédients préférer, quels ingrédients laisser? Vous savez que nous sommes à l'ère de bio actuellement. Donc, les huiles essentielles, les produits naturels, bio, avocats, tomates, tout ce que vous voulez. Carottes. Carottes, tout et tout, pour avoir un teint aussi jaune. Et tout. Il faut privilégier, nous sommes à l'heure de bio, il faut privilégier les bio. D'accord. Qu'en est-il de la bave d'escargot? Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, c'est je vois sur le marché aujourd'hui. C'est un anti-ride. Un anti-ride. On peut avoir un lait anti-ride. Ah d'accord, ça ne concerne pas les jeunes comme vous et moi. Hein? Non, comme vous. Mais vous êtes aussi jeune, hein? C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Alors, on constate que ces produits souvent nous viennent du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des usines ici au Bénin qui fabriquent du lait pour le corps? À ma connaissance, en tant qu'esthéticienne, non. Surtout en Côte d'Ivoire, au Nigeria, ils sont plus développés dans la cosmétique que le Bénin. Et entre-temps, je sais qu'il y avait une société ou bien qui s'appelait Sobepa, qui faisait on va éviter d'appeler des noms sur le plateau. Excusez-moi, des produits cosmétiques. Mais depuis là, j'ai pas vu, je ne sais pas. Mais parce que vous allez comprendre que sur le marché, il y a prolifération des produits qui viennent du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, surtout tout près ici, de l'Afrique du Sud, qui ont déjà envahi le marché. Voilà, le marché. D'accord. Vous avez parlé aussi de comment préparer son lait soi-même. On a eu une astuce
l'astuce de beurre de karité et d'huile rouge. La chef d'édition dit qu'il nous reste une minute. Mais est-ce qu'en 30 secondes, vous pouvez dire un peu dans sa cuisine, si on a envie d'avoir son propre lait, qu'est-ce qu'on peut faire? Super. Je vais vous donner un petit secret. D'accord, je l'écris même. Il y a l'huile de coco, il y a le beurre de karité, il y a le beurre de cacao. Et ça hydrate vraiment la peau et ça donne de la luminosité à la peau. Donc, on peut le mélanger et l'utiliser. Merci pour l'astuce. Vous l'avez compris, huile de coco, beurre de karité et beurre de cacao. Moi, en tout cas, je fais mes emplettes déjà demain. Je ne sais pas pour vous, mais moi... Non, mais vous avez raison, je ferai pareil. D'accord. Voilà, c'est terminé. Tout le monde descend, mais vous restez d'abord avec nous. Le temps qu'on puisse passer à notre instant citation, c'est fini pour la rubrique beauté au pluriel. C'est fini pour les plateaux de ce soir. L'instant citation dit ceci: sème une pensée, tu récolteras un acte. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras un destin. Un destin, c'est une citation de Stephen Covey. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres tout au long de ce numéro du Grand Rendez-vous. Nous remercions aussi nos invités qui se sont déplacés. Karama Tagbataour sera avec vous demain. D'ici là, portez-vous bien.